aborder ces sujets. Alors donc, moi, bah, alors écoutez, on va ouvrir la réunion. Moi, je suis Thomas Hérault, je suis directeur de l'URML Pays de Loire. On organise des webinaires d'information. On lance ce rythme-là de webinaire. Ce sera sur tous les sujets. Et là, on a un sujet sur les assurances, la responsabilité civile, la protection juridique, la prévoyance, la retraite. Et on a demandé à Pierre Poulon et François Beneteau, qui sont courtiers en assurance, de venir nous expliquer un petit peu tout ça. Bon, ils vont faire une présentation et puis vous pourrez poser vos questions. Il y a aussi le chat. Voilà, n'hésitez pas. Et je passe la parole à Pierre et à François. Super, merci Dr Hérault pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Sujet un peu sérieux aujourd'hui, on est désolé, mais souvent d'actualité et qui pose pas mal de questions et d'interrogations. Donc on va essayer avec François là, pendant cette heure de webinaire, de vous dégrossir ces grandes notions. Alors, est-ce que ça marche? Normalement, oui. Dans les grandes lignes, on va se présenter. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas forcément quel est notre métier, le métier de courtier. On parle souvent de courtier en assurance de prêt, de courtier en prêt immobilier, etc. Mais quel est le métier de courtier en assurance pure et dure? On va vous dire ce qu'on fait. Et puis derrière, on déroulera les grandes notions qu'on a évoquées avec l'URML et pour lesquelles on est partenaire depuis bientôt 4 ans. En premier lieu sur la responsabilité civile professionnelle, parce que c'est votre première obligation légale en tant que médecin libéraux. On parlera aussi de la protection juridique, parce que bien souvent, on a une RC et une PJ qui sont souvent dans les mêmes contrats. Et là, on vous fera un petit laïus là-dessus aussi. Et puis derrière, on parlera du sujet qui, pour nous, est le plus important aujourd'hui pour la médecine libérale, c'est la prévoyance individuelle. Comment est-ce que vous êtes protégé? Quelles sont vos prestations au niveau de la CARMF, etc. Et on ouvrira aussi sur la notion de retraite par capitalisation avec le plan épargne retraite, son intérêt, ses intérêts et son fonctionnement. Voilà le déroulé. On doit normalement être autour d'une heure. Pour être totalement honnête avec vous, on n'a pas fait de timing spécifique avec François, donc ça sera au fil de l'eau. Et si jamais on est un petit peu juste en termes de timing, de toute façon, on prendra vos questions par la suite sans aucun souci. Voilà, c'est parti. Hello. Ouais. Ok, c'est parti. Enchanté à tous. Objectif, présenter le métier de courtier. En fait, c'est vrai que le métier de courtier, on s'est aperçu avec Pierre, nous, on le fait, on le travaille tous les jours, mais il peut être obscur. Il peut être un peu obscur, on sait rarement ce que l'on fait. Donc, courtier en assurance, en fait, nous, on est des intermédiaires entre vous et les différentes compagnies d'assurance. Donc, notre rôle, en fait, c'est en fonction du métier, de la spécialité, de la problématique qui est inhérente à votre situation personnelle, professionnelle. On trouve pas, c'est pas toujours évident de trouver les bonnes solutions sur le marché de l'assurance, sachant que les assureurs, les compagnies d'assurance, peuvent changer de cap sur tel ou tel business. Et donc, nous, on vous accompagne pour trouver les solutions les plus adaptées, avoir des bonnes garanties, un prix qui est correct et cohérent. Et voilà, on pilote en fait pour vous tout ce domaine de l'assurance qui est de plus en plus prégnant dans nos activités parce que les problématiques et le juridique est de plus en plus important dans nos activités. Donc le pôle assurance, au même titre qu'un pôle comptable, un pôle RH, et ben, ça devient en fait une problématique qui est majeure. Nous, on exerce, Pierre et François, on est une équipe de 6 personnes, on exerce sur la région nantaise et le Grand Ouest. On va de la Sarthe jusqu'à Bordeaux au plus bas. On assure le suivi d'un peu plus de 1000 clients aujourd'hui. On va travailler sur 3 grands domaines de compétences. L'assurance, c'est 3 grands domaines, c'est l'épargne et la retraite. C'est votre protection sociale. On entend protection sociale par la thématique de la prévoyance, de la santé, etc. Et on a un troisième domaine qui est le dommage et la responsabilité. Donc, vous, votre responsabilité professionnelle
etc. Voilà. Et ça fait 4 ans, en effet, qu'on a lié un partenariat avec l'URML. Voilà. Très rapidement, quels sont les partenaires avec lesquels on travaille? Là, c'est pas pour faire du commercial, c'est juste pour vous expliquer que finalement, en fonction de vos spécificités, que vous soyez médecin généraliste, spécialiste, jeune, moins jeune, et cetera, on va aller chercher des solutions d'assurance auprès de différentes compagnies d'assurance. Et aujourd'hui, on a cette force-là et c'est ce qui fait aussi qu'on s'est spécialisé dans vos professions médicales libérales, d'avoir ouvert des codes dans plus de 25, chez plus de 25 partenaires, donc là, la liste est non exhaustive. Mais aujourd'hui, tous ces partenaires nous permettent, je dirais, d'avoir, plusieurs cordes à notre arc en fonction de vos différentes problématiques d'assurance sur la RC, sur la prévoyance et la retraite, notamment. Donc je passe très vite, mais c'est un enjeu majeur parce que, vous pouvez avoir d'un côté, un agent d'assurance qui va être mandaté par son agence et de l'autre côté, vous allez avoir justement le courtier, qui va travailler avec plus de 25 compagnies différentes et c'est ça aussi, la force d'un courtier, c'est de proposer, des solutions un peu sur mesure par rapport, à votre situation professionnelle. Et juste un petit point, Pierre, sur la notion de courtier, on se dit souvent, oh, ça va être plus cher ou je vais avoir des honoraires, etc. C'est une question qu'on nous pose très souvent et c'est pas le cas. Voilà, c'est pour vous en fait, c'est la qualité du conseil que vous allez chercher chez un courtier par rapport à un agent d'assurance. Voilà, en général, c'est ça. Donc nous, notre approche, en fait, on est sur le domaine de l'assurance. On n'est pas on pousse pas à la surassurance parce qu'en fait, l'assurance, ça peut être un millefeuille. Aujourd'hui, on a de l'assurance en banque, on a de l'assurance via les compagnies d'assurance, etc. On peut souscrire énormément de choses et finir avec un millefeuille pas possible, avec des surcouvertures qui sont pas forcément nécessaires. On retrouve avec une masse de charges sur lequel, en fait, c'est pas le bon poste d'assurance qui est couvert, mais on se dit qu'on a beaucoup d'assurance, donc il est important de passer par plusieurs étapes et une discussion est très importante parce qu'on qualifie en fait les besoins professionnels et personnels. Les enjeux personnels impactent énormément notre analyse après sur les contrats existants, etc., sur ce que vous avez. On qualifie, donc on établit après en 3 un cahier des charges, donc votre besoin d'assurabilité. Et ensuite, nous, notre job, c'est d'aller étudier le marché. On étudie les conditions contractuelles. On se dit, OK, on a besoin de telles conditions contractuelles parce qu'il y a tel aspect personnel, professionnel qui est obligatoirement doit être couvert ou on a une problématique là-dessus, etc. Donc, nous, on a un job de comparaison qui est assez long, sur lequel, en fait, on sollicite entre 3 et 5 assureurs quand on fait une étude. Et ensuite, une fois qu'on a établi cet état de marché, on va mettre en place des solutions sur mesure et qui seront par la suite suivies dans le temps, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les assureurs, ils peuvent changer de volonté, de marché, donc ils vont impacter des contrats. Voilà. Donc on fait les évolutions par la suite. OK. Maintenant qu'on s'est présenté un petit peu ce qu'on faisait, c'était très rapide, c'était pour que vous sachiez un petit peu, qui on est. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc on va dérouler les différentes notions. On prendra les questions et réponses, soit à la fin de chaque notion, soit à la fin du webinaire, on verra. L'idée là, c'est vraiment que vous ayez les bases, je dirais, de ces différentes notions. On va pas pouvoir rentrer dans le détail de chacune des notions parce que ça serait beaucoup trop long, fastidieux et aussi, c'est aussi une autre raison pour laquelle on peut pas le faire, c'est que je crois qu'on a des médecins généralistes, présents et on a aussi pas mal de spécialités et évidemment, en fonction des spécialités, on n'aura pas les mêmes problématiques à gérer, professionnelles un et personnelles, de l'autre. On va commencer par la RCP et la protection juridique. Pourquoi est-ce qu'on a mis ces deux notions dans un même bloc? Parce que bien souvent, la responsabilité civile professionnelle et la protection juridique sont commercialisées, je dirais, et vendues par les compagnies d'assurance dans un seul et même bloc. Ce pourquoi on n'est pas forcément d'accord et on vous expliquera pourquoi il est préférable de passer un contrat d'un côté et la protection juridique de l'autre. François, je te laisse parler un peu des points clés de la RC. Ouais.
Donc, point clé de l'ERC, on le voit depuis la loi Kouchner, donc du 2 mars 2004, vous avez une obligation d'assurabilité, une obligation de mettre en place, de vous couvrir au titre d'une responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est maintenant obligatoire que vous soyez interne, remplaçant, ce que vous voulez. Il est obligatoire que vous ayez sur dans votre panier d'assurance, c'est vraiment l'assurance numéro une, c'est la responsabilité civile professionnelle. On voit qu'en moyenne, en fait, c'est 3 à 4 de réclamations qui sont portés sur les 229 000 médecins en France. Donc, on voit bien que le risque juridique, il est là. Il est de plus en plus là parce que on le voit, la jurisprudence, elle a évolué et tend vraiment à porter, à protéger le patient et à remettre en cause la responsabilité professionnelle du médecin praticien. Voilà, on peut pas, c'est vraiment un sujet important. La spécialité, et on voit les spécialités qui sont impactées plus que les autres, les chirurgiens, les gynécologues obstétriciens et les anesthésistes, ce qui donnera en fait une naissance en fait à une disparité des primes d'assurance que vous pouvez payer. C'est-à-dire que pour un médecin début d'activité, remplaçant, etc., on a souvent des primes qui sont assez faibles de 350 euros. Mais pour un chirurgien spécialiste, etc. On peut monter jusqu'à 25 000 euros par an, donc on a des primes qui sont très élevées. Enfin, il y a un écart qui est très important du fait de la sinistralité, de l'engagement, de la responsabilité de chaque branche voilà, de vos activités. Et pour continuer sur ce montant des primes, sur la RCP, il va évoluer effectivement en fonction de plein de critères différents. Vous avez le chiffre d'affaires que vous allez publier qui va donc faire varier le montant de la prime. Vous avez votre expérience, votre statut libéral ou salarié, votre type d'activité, ça François en a parlé, le type d'acte de garantie et les différents types de plafonds ainsi que les différents types de franchises. Et vous pouvez aussi avoir des différences de prix aussi en fonction des zones géographiques. La responsabilité, c'est quoi? C'est un contrat assez simple, hein, finalement. Déjà, c'est une des choses les plus importantes pour vous en tant que médecins libéraux parce que sur tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la seule chose qui est vraiment et réellement obligatoire et rendue obligatoire en tout cas par la loi. Donc c'est un contrat qui couvre votre RC en raison de vos dommages causés aux tiers, qu'il s'agisse de vos patients ou d'autres tiers, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Sachez qu'en tant que professionnel, vous, de santé, vous êtes une activité réglementée. À ce titre-là, vous êtes amené à poser des diagnostics, à conseiller, à prodiguer des soins, à administrer des traitements, etc. Et donc, du fait de de tous ces actes, votre responsabilité peut être engagée de nombreuses fois, et je dirais au quotidien. C'est la seule raison pour laquelle finalement votre RC est obligatoire. Vous avez différents types de garanties au sein d'une RC. Généralement, on les divise en trois grandes familles, les dommages corporels, les dommages matériels et les dommages immatériels. Finalement, c'est assez simple à suivre. Les dommages corporels, ça va être toute atteinte corporelle subie par une personne physique. Donc là, on va sûrement et souvent parler de vos patients. Un patient peut très bien se retourner contre vous parce qu'on a eu une atteinte corporelle subie qui est liée soit à un acte, soit à un traitement prodigué qui n'était pas forcément le bon, etc. Les dommages matériels, c'est vraiment là ce qui va être lié à la structure matérielle au sein de votre cabinet, par exemple, dans le cadre de votre activité, et qui pourrait attenter à votre patientèle. Donc, dommages corporels d'un côté, dommages matériels de l'autre. Et puis, on a dommages immatériels de l'autre. Petite définition juridique d'un dommage immatériel, parce qu'on ne sait jamais vraiment de quoi il en retourne. C'est un dommage qui résulte d'une erreur ou d'un problème qui n'est pas de votre responsabilité. C'est-à-dire que c'est une perte financière qui est subie par vous en tant qu'assuré. Et donc, du coup, la responsabilité civile, elle, va pouvoir venir vous indemniser face à une perte financière que vous avez subie et qui n'est pas de votre fait. Donc, si on résume, finalement, la responsabilité civile professionnelle, elle va venir vous couvrir, vous, en tant que professionnel de santé, parce que dommages corporels ou dommages matériels, pardon. Et elle va aussi venir vous couvrir sur la partie dommages immatériels.
Voilà dans les grandes lignes. La RCP, donc, bien souvent, on s'est rendu compte avec François, quand on a repris des contrats, que les contrats de RCP étaient collés avec les contrats de protection juridique. Ouais. Euh, Attends, ouais. juste avant ça, Pierre, moi j'ai un petit mot sur la RC. Si tu peux revenir juste rapidement. Euh, ouais, juste pour vous faire un petit feedback un peu, nous, sur notre vécu sur le marché de l'assurance aujourd'hui, sur la responsabilité civile professionnelle, on voit qu'il y a très peu d'acteurs quand même. Enfin, il y a très peu d'acteurs. C'est une concentration des acteurs de l'assurance qui prennent en charge en fait cette responsabilité professionnelle, qui veulent bien couvrir les médecins généralistes. Tout le monde veut bien les couvrir. Il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on rentre dans des médecins spécialistes, donc avec un risque important, avec une pratique, même un médecin généraliste qui a des pratiques spécifiques euh, peu, euh, peu quotidienne en fait par rapport à ses confrères, on va avoir beaucoup de mal à trouver des assureurs. Aujourd'hui, sur la responsabilité civile professionnelle, les assureurs de la place que vous connaissez et qui sont bien connus, MSCSF, Groupe Pasteur Mutualité, restent quand même sur la notion de responsabilité civile professionnelle, restent de bons acteurs, notamment pour les spécialistes, parce qu'il y a une prise en charge du risque, hein, tout simplement, ils acceptent le risque. Après, on voit apparaître quelques nouveaux acteurs comme Reliance qui arrivent à prendre en charge des gros risques sur de la chirurgie spécialisée. Il faut, en fait, on n'a pas, vous avez pas, on n'a pas un choix non plus, un panel d'assureurs sur lequel on peut faire tirer les prix et enfin, voilà, aller chercher, faire de la compétition là-dessus. Donc, on reste quand même sur un risque qui est important, qui va être de plus important dans les années à venir et sur lequel il faut être attentif. Voilà. Voilà, si tu Sur les 4 dernières années, pour compléter ce que tu disais, on a déjà vu 4 ou 5 assureurs importants qui se sont désengagés de cette notion de RCP pour les spécialités médicales. Donc effectivement, c'est un vrai sujet et qui va être d'autant plus d'actualité dans les mois et années à venir. ouais. La protection juridique. Ouais, donc la protection juridique, en fait, c'est le pendant. En général, quand vous souscrivez un contrat de responsabilité civile professionnelle, on a adossé, l'assureur adosse une protection juridique liée au contrat. La protection juridique, elle a vraiment un seul but, enfin, elle a plusieurs buts, mais un but majeur, c'est de déverrouiller une situation conflictuelle durant la période amiable, en fait, de l'amener, de résoudre un contentieux à l'amiable avant d'aller en justice. Il faut savoir que la résolution amiable, dans le contentieux en France, c'est à peu près 70%. Donc, il y a énormément de résolutions amiables des contentieux. Il faut savoir que la justice française, sachant qu'elle est engorgée, souhaite vraiment avancer dans ce sens-là au niveau juridique. Donc, l'objectif d'une protection juridique, c'est de vous accompagner durant cette période de contentieux pour régler le contentieux à l'amiable lorsque vous avez une problématique. Une protection juridique, c'est avoir un expert qui vous est dédié, qui va vous suivre durant toute la période de contentieux et avant d'aller en justice. Si vous allez en justice, derrière, on sort de la notion de protection juridique et vous allez soit embaucher l'avocat, soit poursuivre avec l'avocat qui vous a suivi pendant la protection juridique. Et le contrat de protection juridique vous permettra une prise en charge, selon le contrat que vous souscrivez, une prise en charge des frais de justice pour couvrir la phase de procès, etc., si le contentieux donne lieu à un procès. Une protection juridique, c'est pas forcément uniquement aussi du contentieux. En fait, une protection juridique, ça vous donne accès normalement à une diversité
de problématiques juridiques, c'est-à-dire que ce n'est pas que du contentieux, ça peut être une aide sur de l'administratif, ça peut être une aide sur des problématiques sociales que vous avez dans vos cabinets, si vous avez des salariés, si vous avez des questions salariales, la protection juridique, ça peut vous aider bien souvent sur des questions fiscales, etc. Donc en fait, les bonnes protections juridiques, il n'y en a quand même pas énormément sur le marché, c'est un accès libre au droit, on va dire, euh, et qui vous permet en fait de vous suivre dans votre installation, etc. C'est un bon moyen de trouver des réponses claires et de se mettre en pas de façon rigoureuse. Nous, on a une position sur la protection juridique, c'est qu'on dissocie toujours l'assureur qui porte votre responsabilité civile professionnelle et l'assureur qui porte votre protection juridique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça évite les zones grises. Si vous avez une problématique et que votre assureur sur l'ARC ne veut pas vous suivre, partons sur cette hypothèse, et ben en fait, si la protection juridique et l'assureur est porté dans la même compagnie, ça va être très difficile pour le porteur de la protection juridique d'aller engager la responsabilité du porteur de l'ARC, sachant que c'est la même personne. On l'a vu, nous, sur des gros sinistres, et notamment ça touchait l'autocar du FC Nantes, voilà. Et en fait, l'assureur n'a jamais trouvé de solution parce qu'il s'auto-portait en justice. Donc voilà, ça ne marchait pas. Donc toujours dissocier la protection juridique de la responsabilité civile professionnelle. Voilà. La prévoyance individuelle, deuxième grand volet d'aujourd'hui. Donc là, on a balayé rapidement la RCP et la PJ. Donc à bien noter, justement, juste pour terminer là-dessus, vous l'avez compris, mais la RCP est un contrat obligatoire, la PJ ne l'est pas. Donc c'est pour ça que souvent, un assureur peut vous coller, entre guillemets, une PJ à une RCP. Évidemment, la PJ a du sens, mais encore faut-il en mesurer ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que c'est bien d'aller chercher deux contrats différents sur la RCP d'un côté obligatoire et la PJ protection juridique de l'autre qui ne l'est pas. Prévoyance individuelle. Aujourd'hui, la prévoyance individuelle, c'est le sujet phare pour les médicaux. Je dirais que c'est la première chose pour moi à faire quand vous allez débuter votre activité. Avant de parler des données clés, c'est toujours important de remettre et de recontextualiser ce que c'est qu'une prévoyance individuelle. C'est clairement un mécanisme de couverture face à une perte imminente de vos revenus. C'est la première chose qu'il faut bien avoir en tête. Et on va couvrir ici quatre grands risques. On a mis le décès en premier, mais ce serait plutôt à la fin. On va avoir l'arrêt de travail dans un premier temps, l'invalidité dans un deuxième temps, la prise en charge de vos frais pro qui sont liés à votre activité si vous ne pouvez plus travailler dans un troisième temps, et puis, cas le plus grave, et pour vos ayants droit, le décès. Quelques données clés qui nous paraissaient intéressantes de vous partager. On a aujourd'hui quasiment 125 000 cotisants, une moyenne d'âge de 52 ans pour la prévoyance individuelle médicale. Et on a un peu plus de 90 000 retraités pour un âge moyen de 75 ans. Voilà, le montant de l'indemnité versée par la CPAM en cas de maternité, ça François pourra peut-être en parler parce qu'il a eu encore plus de cas que moi sur la maternité, qui est un sujet de plus en plus d'actualité. Ce montant versé par la CPM est de 63,52 € par jour. Ça, on pourra y revenir par la suite. Ce qu'il est important de voir, c'est les deux chiffres qui sont en dessous et que nous, on voit depuis on va dire depuis le Covid, déjà, il y a eu un grand changement. Une augmentation de plus 3% de la charge des prestations en prévoyance individuelle en 2023. Et aujourd'hui, de plus en plus de signes, je dirais, alarmants. Là, l'objectif, c'est pas de vous alarmer, mais c'est juste de faire des constats. C'est qu'on a de plus en plus de signes de burn-out. On ne va pas rentrer dans la notion du burn-out parce que je pense que vous la connaissez tous mieux que nous. Mais aujourd'hui, 51% des médecins présentent des signes de burn-out. Ça ne veut pas dire que 51% des médecins sont en burn-out. Ça veut dire qu'on peut avoir des débuts et des esquisses de burn-out. Et le burn-out, aujourd'hui, est responsable d'une invalidité sur deux. Donc ça, c'est hyper important. On en reparlera aussi dans le détail. Mais qu'est-ce que prend en charge votre prévoyance individuelle? Ça, c'est un vrai sujet. Donc là, vous retrouvez les quatre objectifs, les quatre couvertures face à une perte de revenus immédiate.
Ce qu'il est important de savoir, c'est que vous allez avoir d'un côté votre régime obligatoire, donc la CARMF, la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et je dirais face au manque de votre caisse obligatoire, parce que vous allez voir qu'il y a des manques. Nous, notre travail, ça va être de venir compléter finalement votre socle, je dirais votre socle légal, votre socle de la CARMF face à un arrêt, face à une invalidité, face à un décès, d'accord? Il faut avoir en tête aussi que vous allez cotiser auprès de la CARMF en fonction de votre niveau de revenu. C'est ce que j'ai mis juste ici. Vous avez 3 niveaux de classe. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais en fonction de ce à quoi de ce que vous percevez, de votre BNC par exemple, vous allez cotiser à la CARMF de manière différente, d'accord? La classe A, on est à 631 € de cotisation si vous êtes en dessous d'un PASS. Le PASS étant le plafond annuel de la sécurité sociale et qui est pour 2024 d'un montant de 46 368 €. Donc si vous exercez et que vous faites moins de 46 368 €, voici votre cotisation obligatoire. Si votre rémunération se situe entre un PASS et 139 000 €, vous avez une cotisation plus élevée, etc. et vous avez une classe C. Ce qu'il est un peu hyper important de savoir, c'est que face à chaque risque encouru, vous allez percevoir du coup des indemnités. Si vous êtes en arrêt de travail, vous allez percevoir des indemnités journalières de la part de la CARMF. Si vous êtes en invalidité, on va en reparler, vous allez percevoir une rente d'invalidité. Et si vous êtes malheureusement décédé, vous allez toucher, vos ayants droit vont toucher un capital décès. Vous retrouvez ici les différents montants. Les différents montants vont varier, un, en fonction de votre âge et deux, en fonction de votre classe. Là, le premier tableau que vous avez juste ici, c'est les fameuses indemnités journalières. Pardon. Si vous êtes en arrêt de travail entre le 91e jour et vos 3 ans, vous allez percevoir des indemnités journalières de la part de la CARMF. Classe A ici, si on prend un exemple pour un médecin de moins de 62 ans, 75 € ici, ce montant-là que vous voyez, c'est bien le montant journalier. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça représente par an, évidemment, vous le multipliez par 365 et là, vous obtenez, si je ne dis pas de bêtises, j'avais calculé un montant autour de 2 300-2 500 €. Si vous êtes en classe B, vous allez avoir un deuxième montant ici qui vous est servi et si vous êtes en classe C, un troisième montant. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est qu'en cas d'invalidité totale, et je dis bien d'invalidité totale, la CARMF va vous servir un montant. En revanche, si vous êtes en invalidité partielle, vous ne percevrez pas d'indemnité ni de rente partielle de la part de la CARMF. Et c'est là où on a une des grosses limites de votre caisse. Et la troisième limite aussi qu'on peut voir juste ici, c'est que si jamais vous êtes amené à décéder et que vous avez une famille, vous touchez et vous percevez un capital d'essai de seulement 66 000 €. Donc là, on commence à voir, je dirais, les points faibles, tout du moins, les points insuffisants de votre caisse de retraite et donc comme je vous le disais, nous, notre métier, c'est de venir, équilibrer un petit peu votre socle CARMF, et recourir à une prévoyance individuelle complémentaire. L'objectif, c'est de venir couvrir votre réelle rémunération et pas seulement ce que vous sert la CARMF. Ça, juste pour revenir en arrière, Pierre, Ouais. juste un petit point. Ça, il est important en fait. Il est important lorsque vous demandez une étude, par exemple, à un assureur, de ne pas que préciser le montant sur lequel vous souhaiteriez être couvert. Il faut préciser réellement, normalement, il vous demande ce qu'on appelle votre 2035 ou autre, et qui va préciser vraiment le montant que vous percevez et sur lequel, en fait, vous allez avoir euh, euh, la classe de cotisation CARMF qui va être associée par rapport au montant que vous générez, aux bénéfices que vous générez. Et c'est par rapport à cette classe de cotisation que l'assureur à côté va élaborer un contrat qui va permettre d'être en équivalence par rapport à ce qui vous est donné par vos régimes obligatoires et le supplément qui va vous être apporté par le contrat de prévoyance. Voilà, c'est juste ça. Et pour poursuivre, en fait, dans la pratique, là, on a pris un petit exemple pour un revenu de 55 000 € net par an. On peut voir que non, je ne peux pas faire bouger ma souris. On peut voir que du quatrième jour, du quatrième jour jusqu'au 90e jour, la CARMF n'intervient pas. La CARMF n'intervient
qu'à partir du 90e jour jusqu'à 3 ans maximum, d'accord? On est à 55 000 euros net par an, donc là on est en classe B, on est en classe 2. Donc on a une couverture d'indemnité journalière entre 90 jours et 3 ans à hauteur de 212 euros par jour, soit 41 664 euros par an. Donc on voit que sur la période de 90 jours jusqu'à 3 ans, le manque à gagner en cas d'arrêt, il est de 25%, il est peu important, enfin, il reste important parce que ça représente quand même 15 000 euros à peu près, mais il est peu important parce que bon, quand on est en arrêt, on n'a pas le même train de vie non plus. Le nerf de la guerre, il va vraiment être sur la notion d'invalidité, donc après 1095 jours, donc de 3 ans jusqu'à votre retraite, jusqu'à la liquidation des régimes obligatoires de retraite. Là, on voit bien que pour une invalidité totale en classe B, c'est-à-dire une invalidité qui est supérieure à 66%. Donc là, invalidité supérieure à 66%, bon, il peut y avoir une assistance à tierce personne, etc. C'est une grosse invalidité. On ne va percevoir que 22 524 euros par an, 22 000 euros par an vs 55 000. Donc on a une déperdition quand même de rémunération de l'ordre de 61%. Donc là, le niveau de vie est réellement impacté. Donc le nerf de la guerre dans les contrats de prévoyance, c'est vraiment d'évaluer si en cas d'invalidité, le contrat me couvre. Pour nous, la couverture de l'indemnité journalière et notamment du 4e jour jusqu'au 90e jour, etc. Bon, faut le couvrir, mais ça reste quand même anecdotique par rapport à ce que peut représenter une couverture de l'invalidité correcte et une couverture de l'invalidité qui est déficiente, qui est là, ça va représenter sur 20 ans de rente à percevoir, ça va représenter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, c'est l'invalidité, le focus doit être fait sur l'invalidité, on le fera par la suite. Depuis la réforme CNAVPL là, du 1er juillet 2021 qui est sortie suite à la crise Covid, c'est une réforme qui touche toutes les professions libérales et qui nous permet, enfin, outre les avocats, et qui nous permet de percevoir en cas d'arrêt de travail une indemnité journalière de la part de la CPM du quatrième jour jusqu'au 90e jour à hauteur de environ 50% de notre rémunération, donc un 730e de la rémunération, ça équivaut à 50%, avec un plafond maximum de versement de 162 euros par jour. Donc, on a quand même, les régimes évoluent et tendent à couvrir les professions libérales de plus en plus tôt. Donc voilà. Après, on peut rajouter très bien, on peut rajouter de la part d'un contrat d'assurance une prise en charge à partir de 7 jours, 15 jours, suivant les assureurs, pour optimiser la partie indemnité journalière et le court terme. Voilà l'exemple. Pour compléter ce que tu disais avant de poursuivre, c'est pour ça qu'on explique souvent aussi à nos médecins que le contrat de prévoyance complémentaire est là surtout pour couvrir le gros risque plus que pour ce qu'on appelle souvent la bobologie. Parce que souvent, le médecin ou la profession libérale va vouloir se couvrir sur un petit arrêt de travail ou autre. Alors effectivement, ça a un enjeu et ça a de l'intérêt, mais comme l'a dit François, le réel intérêt sur ces contrats-là et là où vous avez le plus gros risque, c'est si demain vous êtes invalide et que vous ne pouvez plus travailler. Donc, on va revenir rapidement sur cette notion de prévoyance individuelle et sur les points clés qu'il faut regarder donc, dans les contrats de prévoyance. Nous, ce que l'on juge vraiment important, d'abord, c'est la structure générale d'un contrat de prévoyance, donc c'est-à-dire comment est calculée l'assiette sur laquelle l'assureur va vous verser une rente, va vous verser vos indemnités journalières. Alors, sur le marché de l'assurance, il y a deux types de calcul, on va dire, d'établissement de l'assiette de rémunération. Vous avez des contrats dits indemnitaires et vous avez des contrats dits forfaitaires. Je ne vais pas vous perdre, c'est très rapide. Des contrats indemnitaires, bah, ça veut dire qu'un assureur, pour calculer l'assiette sur laquelle il va se baser pour vous servir une prestation en cas d'arrêt,
eh ben, il va faire la moyenne des 3 dernières années de rémunération que vous percevez. Ça, c'est un contrat dit indemnitaire. Quand on est en début d'activité, nous, c'est pas ce qu'on préfère parce que si vous êtes remplaçant, vous pouvez avoir des périodes d'inactivité, des périodes d'activité. C'est pas forcément, quand vous êtes en lancement, c'est pas forcément le plus judicieux. À contrario d'un contrat dit forfaitaire, c'est-à-dire que bah voilà, vous déclarez percevoir une rémunération, générer un bénéfice de 40 000 annuels, et vous dites, vous justifiez à la première année, voilà, je veux être couvert sur 40 000, je justifie le fait que je gagne bien 40 000 euros, parce que le principe de la prévoyance, c'est de ne pas pouvoir percevoir plus que votre rémunération. On ne peut pas gagner et faire du bénéfice sur de la prévoyance. Mais cette notion de forfait est bien inscrite en contrat et lorsque vous avez un préjudice, un arrêt qui arrive, l'assureur ne va pas revenir sur une formule de calcul permettant de remettre en question votre assiette de rémunération. Donc ça, c'est la structure générale indemnitaire vs forfaitaire, et elle va impacter aussi bien la notion d'arrêt de travail, donc d'indemnité journalière de 0 jour jusqu'à 3 ans, que la notion d'invalidité. Focus sur l'arrêt de travail. Aujourd'hui, l'arrêt de travail, en fait, sur une prévoyance, il a 3 causes. Vous pouvez être arrêté pour maladie, pour accident et pour hospitalisation. On peut voir que sur ce sujet euh, est appliqué des franchises pour chaque type d'arrêt, soit pour la maladie, l'accident, l'hospitalisation. Généralement, les franchises accidents et les franchises d'hospitalisation sont relativement courtes, soit 0 jour, soit 2 jours de franchise, et ensuite vous avez le fonctionnement de la prévoyance qui arrive et vous percevez vos indemnités journalières. Sur la notion de maladie, plus vous allez vouloir être couvert très vite, c'est-à-dire dès 4 jours, 7 jours, 15 jours, plus le contrat de prévoyance va vous coûter cher. C'est-à-dire que vous avez une augmentation tarifaire de l'ordre de, on le voit, entre 25 et 30% parfois, qui est assez importante, juste pour avoir cette couverture dès 15 jours. Sur un début d'activité, on juge que bon, ça peut être justifié parce qu'on n'a pas encore eu le temps et la capacité de se faire une enveloppe de trésorerie, avoir un matelas. Après, quand on arrive à être établi, etc., avoir une franchise très courte nous paraît beaucoup moins justifié. La notion d'hospitalisation aujourd'hui, il s'est généralisé la notion d'ambulatoire, donc la prise en charge de toutes les hospitalisations ambulatoires, qui représentent aujourd'hui une grosse part des hospitalisations. Il y avait beaucoup de contrats à l'époque sur le marché qui excluaient, enfin non, qui nécessitaient de passer 2, 3 nuitées et d'être hospitalisé pour avoir une prise en charge de la garantie. Aujourd'hui, globalement, le marché s'est assez assaini là-dessus et la pratique s'est mis à jour par rapport à la pratique médicale au même titre que les affections psychologiques et disco-vertébrales. Aujourd'hui, tout le monde prend en charge ce type de pathologie, bon, avec des délais de carence plus ou moins différentes. Mais voilà, le marché, c'est assez aligné. Voilà, ça, c'est sur la notion de l'indemnité journalière et de l'arrêt de travail. On vous disait tout à l'heure avec Pierre, juste avant, la notion d'invalidité, ça reste quand même le nerf de la guerre. L'invalidité, c'est vraiment votre incapacité professionnelle à exercer votre métier, soit partiellement, soit totalement, mais vraiment jusqu'à votre retraite. Donc, c'est ce qui est le plus négatif. Aujourd'hui, en fait, le degré d'invalidité N, le calcul de l'invalidité et de la rente qui va vous être allouée par l'assureur, il y a plein de facteurs qui font que cette rente elle va être plus ou moins importante. Notamment, en premier temps, il y a le barème qui va être utilisé par le contrat d'assurance, un barème croisé, un barème professionnel. Alors, tout le monde prêche sa bonne parole, le barème croisé, c'est mieux, le barème professionnel, c'est mieux. Très rapidement, le barème croisé, en fait, c'est l'assureur qui va calculer en fait votre taux d'incapacité, d'invalidité fonctionnelle et qui va
le combiner, il va faire une moyenne avec votre taux d'incapacité professionnelle. Il va donner un taux N, donc qui va s'appliquer, contrairement au barème professionnel, où là, on ne va pas prendre en compte l'invalidité fonctionnelle, on va prendre uniquement en compte la capacité restante à exercer sa profession de la façon dont on l'exerçait au jour du sinistre. Ça peut être suivant vos spécialités, votre pratique. Le barème croisé peut être plus positif ou le barème professionnel peut être plus positif. Je m'explique. Un barème professionnel, par exemple, sur un chirurgien, sera le barème le plus adapté parce que la perte d'un doigt, si on est sur un barème croisé, de façon fonctionnelle, la perte n'est pas très, l'invalidité n'est pas très importante. À contrario, sur un barème professionnel, si on prend uniquement la capacité à exercer sa profession au jour du sinistre, et ben là, l'invalidité, le barème, l'invalidité sera totale et sera bien supérieure. A contrario, un barème croisé pour un médecin généraliste, imaginons tétraplégie, donc fauteuil roulant, ou alors psychiatre, ça va être peut-être plus adapté. Un psychiatre, fonctionnellement, aura une grosse invalidité, mais au niveau de sa capacité restante à exercer sa profession, l'invalidité sera, euh, sera minorée. Donc, parfois, il est plus intéressant d'opter, il est intéressant de choisir des assureurs qui nous permettent de sélectionner le meilleur barème au jour de la réalisation du sinistre. Voilà. Et il faut éviter aussi la notion de reclassement professionnel qu'on voit dans beaucoup de contrats. Donc voilà, ça permet de calculer le degré d'invalidité N. Et ensuite, il y a plein de formules de calcul qui sont utilisées par les assureurs. Alors, quand vous voyez dans les contrats d'assurance, vous avez 3 formules. Vous avez formule T sur 66, ou N sur 66, l'invalidité sur 66, N-33 sur 33 et N sur 100. Quand on voit en bas, vous avez un petit exemple pour 40 000 euros de bénéfices et 40% d'invalidité. On voit bien que sur la formule T sur 66, on va percevoir 24 000 euros. Sur T sur 100, on va percevoir 16 000. Et sur N-33 sur 33, on va percevoir 8 000. Donc, entre 24 000 et 8 000 sur 20 ans, 20 ans d'allocation de rente, ça fait quand même un peu de sous, un peu de sous d'écart. Donc, juste pour une formule de calcul, parce que, voilà, c'est pas positif. Voilà. Bravo Il nous François, reste parce que c'était un la quart partie la d'heure. plus technique. Ouais, ouais, ouais. C'était la partie la plus technique. On était à 24 participants avant et on est toujours à 24 participants. Donc, je J'ai te perdu félicite parce que personne. t'as perdu personne. J'ai un dernier point qu'il faut avoir en tête sur la prévoyance, et notamment sur la fiscalité. La fiscalité, on parle de la loi Madelin pour tous les TNS que nous sommes. Il faut voir que moi, avant de faire, je faisais du droit des affaires et de la fiscalité d'entreprise avant. Et la fiscalité, c'est quand même marketing. Il faut pas plonger dedans, c'est-à-dire que la loi Madelin, opter pour une loi Madelin, c'est-à-dire passer mon contrat en déduction, etc., c'est une option. Ce n'est pas une obligation au contrat, c'est une option. Et vous pouvez, pour chaque garantie, opter pour une loi de déduire ou de ne pas déduire. Je me suis mis dans un truc qui peut être compliqué, mais je prends très rapidement. Imaginons là, sur les 40 000 euros de bénéfices, je suis assuré sur 40 000 euros, je paye une cotisation qui est liée à l'invalidité. Je paye une cotisation de 400 euros par an. Allez, imaginons. 400 euros par an, au regard de ma tranche marginale moyenne d'imposition, je vais peut-être économiser là-dessus 150 euros tous les ans d'impôts parce que j'ai opté pour la loi Madelin. Donc en 10 ans, on a économisé 1500 euros. C'est très bien. Sauf que le problème d'avoir opté pour la déduction, c'est que lorsque il vous arrive un pépin
et que vous percevez la rente par l'assureur, eh ben, elle sera 100% fiscalisée. Donc, vous n'allez pas percevoir 40 000 euros net, mais vous allez voir 40 000 euros et après imposition. Donc, il y a sur les prévoyances, il faut faire ces arbitrages fiscaux aussi. Voilà, j'arrête là. Merci François. Dernière notion, il nous reste un peu plus de 10 minutes, donc on est pas mal au niveau du timing. La retraite par capitalisation. Bien souvent, quand on parle de retraite à nos jeunes médecins installés, ils ont des grands yeux, ils nous disent: «Oh là là, c'est pas le sujet». Si, c'est le sujet, ça va l'être de plus en plus et évidemment, on va pas y passer par 4 chemins, mais plus vous allez commencer à capitaliser tôt, plus vous allez avoir, une force de frappe, je dirais, à la liquidation de vos droits à la retraite qui sera importante, par rapport à vos régimes de base. Quelques chiffres clés qui nous paraissaient aussi intéressants. Retraite moyenne aujourd'hui pour un médecin, alors attention, hein, on parle, tous médecins confondus, donc là, il y a effectivement des disparités, mais la retraite moyenne et la retraite médiane est de 2 500 € par mois en 2023. Hem Là, l'autre chiffre qui est intéressant, c'est, la balance un petit peu déficitaire. C'est-à-dire qu'en 2023, on avait 3,47 milliards de prestations versées pour 3,21 milliards de recettes. Donc là, on voit qu'on a un petit sujet. Autre sujet, 13 500 libéraux en cumul emploi-retraite. Donc, ça peut aussi, poser question sur le est-ce que les retraites sont suffisantes? Il y a aussi un autre sujet effectivement, c'est qu'il est de plus en plus compliqué aussi de trouver des médecins. C'est aussi la raison pour laquelle, les médecins, prolongent aussi, je pense, leur bail. Et 64 ans et 172 trimestres, c'est, l'âge, légal de départ à la retraite. On vous a remis ici, la base de calcul des cotisations, sur, les revenus, donc là, c'était en 2022. Comment sont calculées finalement, vos pensions de retraite, par rapport à la CARMF? Je ne vais pas rentrer non plus là-dedans, aujourd'hui. Ce qu'il est important, nous, aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut venir de la même façon finalement qu'avec la prévoyance individuelle, on est venu pallier les carences de la CARMF et ben, sur la retraite individuelle, comment est-ce qu'on va pouvoir venir pallier votre régime, de base et votre régime complémentaire par un régime de retraite par capitalisation. Qui plus est, un régime loi Madelin, donc qui va venir vous favoriser fiscalement, même si, François vous le dira mieux que moi, on déduit à l'entrée, donc on est fiscalisé à la sortie. C'est bien et c'est pas bien, on pourra en reparler, par la suite. Donc, retraite par capitalisation, relativement simple, mécanisme de capitalisation pur et dur. Au même titre que vous allez capitaliser sur un contrat d'assurance vie, là, vous allez capitaliser sur un contrat, plan épargne retraite individuel. Depuis 2019, le gros intérêt de ces contrats-là, c'est que vous vous laissez finalement le choix de sortie, une fois que vous aurez liquidé vos droits à la retraite. Avant 2019, vous souscriviez à un contrat plan épargne retraite, vous étiez obligé de sortir en rente. Depuis 2019, vous souscrivez à un PERIN, plan épargne retraite individuel, pardon. Vous vous laissez le choix de sortie à la retraite, soit en rente, soit en capital fractionné, soit en mix de tout ça. D'accord? Et donc le premier intérêt, moi, c'est ce que j'explique toujours, c'est qu'on vient capitaliser pour sa retraite. Et le deuxième intérêt, certains basculent ce deuxième intérêt en premier et d'autres non, ça c'est philosophique. Le deuxième intérêt, c'est qu'effectivement, vous allez bénéficier d'une déduction sur vos revenus, une déduction sur votre BNC, d'accord? Donc vous constituez un capital retraite, par vous-même parce que de toute façon, plus les années vont passer, et là on va pas aller faire de politique, mais on le voit dans les faits, plus les retraites vont diminuer et parce qu'on a une balance déficitaire et qu'on a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités et qu'en plus de ça, on a une espérance de vie qui ne cesse d'augmenter. D'accord? Deuxième sujet, c'est effectivement du coup la réduction de votre imposition. Là, c'est vraiment purement technique. Vous allez réduire votre imposition tout au long de votre activité et vous allez ressortir, quand vous serez à la retraite avec une tranche marginale d'imposition qui sera plus faible. Là, on rentre un petit peu dans la technique. C'est relativement simple malgré tout, on pourra en parler. Et Alors, puis c'est aussi, un élément d'optimisation, de votre rémunération. Je pense que François en touchera 2 mots aussi, par la suite. ouais. Tac. Ok, bah, Pierre a dit beaucoup de choses déjà, donc Désolé. je vais être très rapide sur le fonctionnement d'un plan épargne retraite. On parle de plan épargne retraite là parce que c'est le dispositif qui est le plus
le plus commun, le plus facile en première approche à mettre en place pour constituer sa retraite. Après, il y a plein d'autres dispositifs hein, qui sont aussi qui permettent de piloter sa rémunération, pilotage de la rémunération. Bref, plan épargne retraite, objectif, c'est établir des versements programmés tout au long de votre carrière, en fait, et que ces versements soient corrélés avec l'augmentation ou la diminution de votre bénéfice. Nous, notre politique, c'est celle-ci, c'est vraiment de prendre parti, de se dire je vais avoir une retraite régime obligatoire qui est faible, certes j'ai déjà des cotisations qui sont dues, mais je mets quand même tout de suite un dispositif en place pour préparer ma retraite, ne pas m'en occuper, éluder ce sujet et piloter par rapport à mes augmentations de rémunération durant ma carrière ou mes baisses parce que je souhaite baisser en activité, etc. Donc ça, c'est le fonctionnement, c'est on met en place des versements réguliers. Ces versements, il y a un maximum, il y a un plafond maximum de déduction de ceux-ci, donc qui est de l'ordre de 10% de votre rémunération annuelle brute. Et ça, ces 10%, en fait, c'est tout citoyen français a droit à cette enveloppe de 10% de déduction. Et l'enveloppe de 15%, ça c'est une enveloppe, les 15% de rémunération supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale, donc qui est 46 000 environ euros. Ça c'est vraiment spécifique aux professions libérales. Donc quand on prend un exemple de rémunération de 80 000 euros de rémunération annuelle brute, ça nous fait une capacité à déduire et donc à verser de 15 044 de versement déductible. L'objectif, c'est pas non plus d'aller chercher en totalité tous les ans ces 15 000 euros. L'objectif, c'est déjà de ne pas verser plus, parce que si on verse plus, on va déduire, enfin c'est une option de déduire toujours, hein, mais on utilise le contrat PER initialement pour ça, pour faire un peu de gain fiscal. Donc nous, on préconise de mettre en place ces versements déductibles à hauteur de 50% et ensuite de faire du plein fiscal, mais j'y reviendrai par la suite. On dispose, une fois qu'on a constitué notre enveloppe, on dispose de la liquidité de cette enveloppe que l'on constitue uniquement lorsque l'on part en retraite. Ne pas se dire je déduis, etc. Je vais sortir pour ma résidence principale, parce que quand on fait ça pour la résidence principale, et ben, finalement, vous allez réintégrer les capitaux et vous allez avoir une assiette imposable lorsque vous avez l'année de l'achat de votre résidence principale qui va être énorme. Donc, c'est vraiment pas le but. Donc, c'est vraiment de disposer des capitaux jusqu'à la retraite. Donc, les capitaux vont être bloqués quand même jusqu'à la retraite. Et c'est là, moi, où j'ai une attente particulière, c'est qu'il faut vraiment évaluer la contrepartie fiscale du dispositif, c'est-à-dire est-ce que j'ai un intérêt majeur à aller bloquer du cash, parce que si je fais un gain fiscal qui est ridicule, autant ouvrir un contrat d'épargne ou autre que de bloquer du cash. Donc le gain fiscal, comme on voit à droite, quand on verse 15 044 euros de versement déductible, il va être équivalent, ce gain fiscal, à ma tranche marginale d'imposition la plus haute. Donc là, pour 80 000 euros, on voit bien qu'on est en T3, enfin, suivant après plein d'autres sujets, mais on va être à 30%. Donc c'est à partir de 30%, une tranche marginale d'imposition de 30%, que le dispositif fiscal devient intéressant. Voilà. Donc voilà, toujours évaluer la notion de contrepartie. Et à la sortie, au choix, Pierre vous l'a dit, 3 modes de sortie. Euh, En synthèse et très rapidement, ce qu'on préconise au cabinet, c'est l'étalement de vos versements, c'est-à-dire faire des versements réguliers. François l'a dit, équivalent potentiellement à 50% de votre plafond. Euh, Après, vous pouvez les faire éventuellement à plein fiscal de fin d'année. Euh, c'est une possibilité. C'est pas une obligation. Là, l'intérêt, c'est que vous vous laissez le temps de faire votre. Excusez-moi, est-ce qu'il est possible de couper le micro, docteur Suto, je pense?
J'entends plus rien du tout. Merci beaucoup. Donc il est possible de faire le plein fiscal et de faire un chèque de fin d'année si vous voulez absolument atteindre votre plafond, mais comme l'a dit François, c'est pas du tout, une obligation. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un investissement qui soit lissé dans le temps, pour des raisons, je dirais de méthodologie financière. Il vaut mieux verser, 12 fois 1 000 € sur 12 points d'entrée différents plutôt qu'une fois 12 000 € à un point d'entrée où on jouerait un petit peu au casino et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va être et se situer sur les marchés, financiers. Donc nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir, une bonne méthodologie financière et on vous accompagne, là-dessus, sur la retraite. Effectivement, est-ce que la contrepartie fiscale est là? Si oui, de quelle manière, on va adopter une gestion financière, de quelle façon? C'est-à-dire, par rapport à votre profil, par rapport à votre horizon de placement jusqu'à la retraite. L'idée, c'est d'avoir, de l'endurance et puis de pouvoir diversifier, vos modes de gestion pour vous accompagner jusqu'à la liquidation, de vos droits à la retraite. Voilà, on pourrait parler du plan épargne retraite pendant longtemps, mais il est 13h59, Ouais. donc il nous reste 1 minute, si tu veux dire un dernier mot, François? Non, on aurait pu. Enfin, après, la retraite, c'est construire sa stratégie de rémunération. Euh, C'est-à-dire, est-ce que le PER, faire des versements sur un PER, c'est une stratégie de rémunération, on reporte à plus tard, mais c'est quand même une stratégie de rémunération. On va beaucoup vous parler aussi d'épargne salariale. C'est une autre stratégie de rémunération. Après, c'est une stratégie juridique. Enfin, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Votre voisin, votre confrère, pour avoir telle solution parce que c'est adapté à sa situation, il sera chez tel assureur parce qu'il a des problématiques qui sont bien propres à lui et vous aurez des problématiques différentes. Donc, il faut vraiment que vous adaptiez ces différentes couvertures par rapport à la pratique médicale que vous avez, par rapport à votre situation personnelle et vos enjeux personnels, parce que l'assurance, ça reste couvrir sa rémunération, son niveau de vie, couvrir sa famille, et puis c'est couvrir au titre de la prévoyance la conservation de son activité, la reprise, la bonne reprise de son activité après avoir passé peut-être une période un peu plus difficile. Donc voilà, je m'arrête là. Mais on va sûrement, 14h. probablement refaire d'autres séances où on se plus spécialisé, je dirais, sur chacun des sujets que vous avez balayés aujourd'hui, parce qu'effectivement, les sujets méritent Ouais, d'approfondir. ouais. Et là, peut-être qu'il y a des questions. RC, prévoyance, retraite, tout votre métier résumé en peine 1 heure. Ouais, Hein. c'est bon, hein. Non, après, c'est vrai qu'on peut développer chaque problématique énormément. Donc voilà. Après, nous, on se tient à votre disposition, s'il y a des questions, ce qu'on disait, hein, au début du webinaire, qui sont plus personnelles, qui sont plus stratégiques sur des spécialités ou autres, voilà, on se tient à votre disposition en dehors du webinaire pour échanger avec chacun d'entre vous si vous le souhaitez, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à lever le main si vous avez, on a peut-être 1 ou 2 minutes pour certains, si vous avez, n'hésitez pas à lever la main et je vous passe la parole. Alors voilà, Oui, normalement ça fonctionne. bonjour. Je suis Bonjour. intervenu en début de séance. Ouais. Deux petites questions. Alors, du coup, c'est assez spécifique RCP. Et effectivement, bon, là, c'était vraiment quelque chose d'assez général, surtout l'assurance des médecins. Mais voilà, moi, je voudrais rentrer dans un petit détail. On a une activité en permanence des soins sur la RCP qui est l'activité médecin mobile. Donc, c'est un médecin qui vient la nuit faire des visites à domicile. Donc, c'est l'équivalent de SES médecin à Nantes, sauf qu'en Vendée ou même dans le 44, il y a une activité qui est libérale, non SOS médecin en fait. C'est porté par les médecins généralistes. Donc, on fait en fait la nuit ce qu'on fait la journée, c'est-à-dire qu'on fait de la médecine générale standard. Et pourtant, il y a des compagnies d'assurance qui nous demandent en fait une augmentation en fait de notre tarification pour cette activité, alors qu'on a vraiment l'impression que c'est une activité. On va sur une douleur abdominale, une poussée de fièvre, une colique musculaire, Alors, tout ce qu'on fait au cabinet toute la semaine. ouais. Alors, il y a une augmentation tarifaire parce que
Enfin, c'est un premier élément de réponse, c'est pas une totalité d'éléments de réponse, mais toute la pratique ambulatoire aujourd'hui, c'est celle qui donne lieu au plus de contentieux chez les assureurs. C'est celle où il y a le plus d'activation en fait de responsabilité civile professionnelle. Et c'est celle sur laquelle, en fait, chez un assureur, c'est là où il y a le sinistre. Donc, c'est là où l'assureur va payer. Et donc, leurs actuaires, hein, les machines à calculer chez les assureurs, voient leur risque ici et donc ils vont valoriser ce risque-là, tout simplement. D'accord. Et donc, après, on pourrait faire une comparaison par rapport à un médecin SOS parce qu'ils vous ont demandé du coup des avenants sur la pratique que vous avez sur vos contrats RCP? Alors en fait, on a sollicité plusieurs compagnies. En Ouais, l'occurrence, la médicale demande en fait qu'on leur donne le nombre de gardes qu'on fait par an et ouais, ils vont en fait valoriser le montant par rapport à cette quantité. ouais. Et puis bah, les autres, les plus connus, eux, a priori, considèrent que ça fait partie de notre activité habituelle et donc il n'y a pas de surfacturation, par exemple pour la Ouais, ils RCSS, je revalorisent crois. pas plus que ça. Ouais, Ouais, ouais. Ouais, c'est suivant en fait l'analyse du risque de chaque assureur, ouais, mais ouais. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que c'est le plus l'ambulatoire aujourd'hui, c'est là où il y a le contentieux dans vos professions en grande partie. Ok, donc j'ai l'explication. Et puis j'avais une autre petite question. Quand on a une RCP classique, est-ce que ça nous couvre si on fait une intervention à l'hôpital, par exemple dans un EHPAD hospitalier? Ou est-ce Euh, qu'il faut faire une clause? Voilà. alors, l'ARC, le nerf de la guerre, parce que toutes les RC en fait couvrent globalement la même chose, hein, mais le nerf de la guerre, quand vous souscrivez une RC, c'est de bien définir l'objet de votre activité et toute l'étendue de votre pratique. C'est-à-dire que si le contrat RC que vous avez ne spécifie pas que vous faites des actes extérieurs, etc., etc., en fait, rien n'empêche l'assureur de pointer le risque et de dire ah bah non, vous ne nous avez pas prévenu. Ouais. Enfin, qui peut moins peut le plus. Donc, moi, j'aurais tendance de bien spécifier, faut vraiment vérifier l'objet de votre garantie et l'étendue de toutes les façons d'exercer que vous pouvez avoir. C'est pour ça que quand un praticien va se spécialiser, quand un chirurgien va se spécialiser, nous, on conseille toujours de demander un avenant au contrat d'assurance ou tout du moins de prévenir l'assureur, même s'il n'y a pas besoin d'avenant et que cette spécialité est déjà prévue au contrat. On préfère toujours, vaut mieux prévenir que guérir dans l'assurance, c'est vraiment c'est du juridique pur. Et Donc de la même s'assurer que façon, cette spécificité est bien couverte, quoi. Donc refaire un point sur son assurance, enfin, sur son Ouais, contrat, à chaque fois qu'on rajoute une activité exactement, dans Ouais, son panel, ouais, ouais, dans sa et pratique. il est important aussi sur la RC, tant que vous y êtes sur les actualisations, de donner votre chiffre d'affaires, tout du moins l'évolution de votre chiffre d'affaires. Normalement, vous devez recevoir des mails des assureurs qui vous demandent une fois par an de réviser un petit peu votre montant de BNC ou de chiffre d'affaires. Il est important, je trouve, alors s'il n'y a pas beaucoup d'évolution, c'est pas forcément majeur. Mais si vous avez une évolution majeure parce que vous êtes en début d'activité et que voilà, le BNC n'est pas du tout le même, il est important de le remettre à jour aussi. ouais. Donc ça, pour le côté plutôt prévoyance, même pour le côté RC. Vous avez complètement raison, j'étais pas sur le pan de la prévoyance, mais évidemment aussi pour le côté prévoyance, parce que le côté prévoyance, on est vraiment sur le maintien de vos revenus. Donc je dirais encore plus du côté de la prévoyance, mais aussi du côté de la RCP, parce que la RCP, quand on fait une tarification de RCP, on se base en premier lieu sur votre montant de chiffre d'affaires. Mm. Ok. Et Bien, merci beaucoup. Ouais. je, re- je rebondis juste là-dessus. Les prévoyances, faites le travail un peu. Enfin, faites le travail.
penchez-vous quand vous êtes jeune sur la prévoyance pour un peu affiner votre risque. Parce que on le voit bien, les assureurs, ils font un peu moins leur boulot qu'avant, c'est-à-dire que, enfin, ils font plus attention qu'avant. C'est que ils veulent plus prendre de risques. Donc, dès qu'on a une problématique, etc., on a tendance à avoir des exclusions, des majorations tarifaires, etc. Donc, plus on souscrit un contrat de prévoyance tôt et puis après qu'on va réévaluer, ou etc. Enfin voilà, ce travail de souscrire une bonne solution, euh, faut pas le faire, faut pas le faire trop tard parce qu'on a des difficultés d'assurabilité par la suite. Il faut le faire assez jeune, en début d'activité. C'est là où vous aurez le moins de courses sur le tapis à faire ou de prélèvements sanguins à faire, etc. Donc voilà. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va clore Et notre... Monsieur Ah, si, il y a Legge. Erwan qui a une question. Ouais. Oui, pardon. Merci Oui. beaucoup. Merci Thomas pour organiser ça. Je suis médecin généraliste. Alors, Ouais. c'est pour la notion de prévoyance. Alors, ça ne me concerne pas directement, mais on a tous, je pense, dans notre entourage des collègues, des alors, médecins, podologues, enfin des libéraux, qui souscrivent différents contrats en prévoyance et on pense tous être bien assurés. Et au final, quand on est concerné, on se rend compte qu'on n'a pas bien lu les petites lignes. Ouais. Et en l'occurrence, là, c'est l'histoire d'une collègue podologue Ouais. sur un accident de la vie, enfin, chute d'escalier à domicile, fracture du poignet, et puis complications au décours de cette fracture qui fait qu'aujourd'hui, elle ne peut plus du tout refaire son métier. Mm. Euh, Elle est en arrêt de travail depuis un moment sur alors un motif initial qui était douleur du poignet parce qu'il n'y avait pas encore le diagnostic je sais plus si c'est un scaphoïde ou autre chose, bon bref. Et finalement, elle passe en expertise avec son assureur via un médecin agréé Ouais. et refusée ou en tout cas pas couverte parce que les cases ne sont pas remplies. Alors, ce qui m'embête, ou en tout cas ce qui amène ma question, c'est que euh, la prévoyance, ou en tout cas le motif d'invalidité, était basé sur le motif initial de l'arrêt de travail et non pas tant sur les répercussions qu'il y avait au cours de cette chute, quoi. Bref, elle a été exclue parce que douleur du poignet, elle a plus de douleur du poignet, donc son contrat n'a pas pu fonctionner, mais Ok. n'empêche qu'au décours de cette chute et de cette fracture, bah, elle a comment canal carpien, syndrome des loges, comment dynamique, hein, donc et elle est clairement, elle peut pas travailler. Il y a de l'invalidité, quoi. Il y a de l'invalidité, mais son contrat de prévoyance ne Alors, fonctionne pas parce que la case qui était douleur du poignet, elle remplit pas les critères de alors, la case. Donc, voilà. elle me disait qu'elle allait refaire un barème ou refaire, ressolliciter sa prévoyance avec du coup un motif actualisé qui était syndrome des langes ou syndrome compressif neuronal. Ouais. Enfin, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Bah, en fait, on en arrive là parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça, c'est le choix du barème. En Ouais, fait, vous avez barème, comme je vous disais tout à l'heure, des barèmes pro ou professionnels, ouais, barèmes forfait. croisés. Et en fait, suivant il n'y a rien de gravé dans le marbre. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un contrat qui dise, OK, j'ai un sinistre, voici le barème le plus avantageux pour vous. On choisit celui-ci parce que vous avez souscrit un truc qui tient la route. Mais le barème, suivant la pathologie qu'on a, etc., on va avoir soit un refus parce que le degré d'invalidité est trop faible, soit une rente médiocre, quoi. Donc ça, ouais. Ok. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, les prévoyances, vous avez des options aussi. Vous avez des options parce qu'on on n'a pas trop appuyé là-dessus, mais une rente, une invalidité, elle est partielle, c'est-à-dire entre 33 et 66%, 66% et plus, vous avez une rente qui est totale. Là, peut-être que sur l'invalidité de votre consoeur, on avait un degré d'invalidité inférieur à 33% et donc une exclusion de garantie qui est totale. Après, vous avez des options qui permettent de minorer
La prise en charge. Ouais, la prise en charge. Donc, c'est pour ça qu'un contrat de prévoyance, c'est pas je le souscris quand j'étais à la fac parce que on est venu me voir et qu'il faut le faire. C'est quand même c'est un peu de la couture juridique et ça coûte quand même de l'argent en fin de carrière, enfin tout cumulé. Et un contrat de prévoyance, ça se fait pour moi et au même titre la RC ou la prévoyance, euh, votre pratique et les constructions juridiques, elles évoluent en fonction soit de vos pratiques médicales, soit en fait de la société, hein. Donc le juridique évolue. Donc faut pas rester. Parfois, il y a des vieux nanars qui étaient bien et les contrats nouvelle génération permettent de prendre les nouvelles pratiques et donc avoir une meilleure assurabilité. Bon, faut pas non plus changer tous les matins de contrat d'assurance, c'est pas ce que je vous dis, mais il faut suivre ces dossiers. Il ne faut pas les mettre dans une boîte et revenir 20 ans plus tard. Oh, bon, ça m'a servi à rien. Si ça vous a servi à rien, une prévoyance, bah, tant mieux. Parce que mais quand ça doit servir, faut que ça marche, quoi. C'est sûr. Merci. Voilà. Mais écoutez, il nous reste à vous remercier beaucoup, Bah non, Pierre et François, et puis vous dire à bientôt parce que on va refaire d'autres séminaires plus spécialisés, comme je le disais tout à l'heure. ouais, avec plaisir. Les diaporamas sont disponibles, on va les communiquer aux participants. Merci aux participants d'avoir participé. C'est Merci à un peu un vous. début pour nous. Ouais. On est preneur de vos retours aussi. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Pierre ou Ben François? non, merci à vous. Merci à Merci pour vous. l'initiative, parce que je pense qu'elle est bonne et qu'elle demande à être un peu plus spécialisée effectivement sur les notions. Et surtout, n'hésitez pas, si Oui. vous souhaitez avoir de plus amples renseignements et je dirais un peu plus techniques, nous, on est à votre disposition pour échanger. Pas de souci. Et vous êtes aussi présent le 30 novembre prochain, samedi 30 novembre, pour nos rendez-vous avec la médecine libérale qui ont lieu à Terra Botanica à Angers. Exactement. Et on peut prendre rendez-vous avec vous pour des affaires plus personnelles, des questions plus Ouais, précises. et je crois aussi, docteur Hérault, vous me dites si je me trompe, les vidéos coup de pouce sont là aussi pour avoir des échanges en Oui, one-to-one à distance. Donc on est là, on est là exactement. aussi sur ce point-là. Exactement. On a ce système de vidéo coup de pouce 3 ou 4 fois par an de façon planifiée avec des Exactement. questions personnelles, confidentielles. Vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà. Eh Voilà. bien, bonne journée à tous et puis à bientôt. À Merci. bientôt. À bientôt, merci. Au Au revoir. revoir.